Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 360e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé-Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables, professionnels d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'économie, le droit, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé-Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 360e édition de la série OCPA Magazine, nous avons retenu pour thème Cours supérieur des comptes et du contentieux administratif, défis et perspectives. Un thème de grande importance. Et pour avoir ce thème, nous avons fait appel au vice-président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui spontanément a accepté de venir vous renseigner sur les défis et les perspectives de cette grande institution. Nous disons bienvenue à M. Fritz Robert Saint-Paul. Bienvenue à notre émission. Bonjour M. Payan et je salue les téléspectateurs, téléspectatrices et internautes de Télé-Guinée. Et c'est un plaisir pour moi d'être reçu à la prestigieuse émission d'OCPA Magazine. Merci encore. On prend une pause, on vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur l'activité de l'ordre des comptables. L'ordre vous annonce la reprise des jeudis mensuels. Le 25 janvier, à Hôtel Montana, tous les membres de l'ordre, les chercheurs professionnels, le monde des affaires, vous êtes tous invités à prendre part à la reprise des jeudis mensuels de l'OCPA. L'OCPA reçoit aussi des inscriptions à son local au lycée de Ruelle Boussan. Pour ceux qui voudraient intégrer la corporation, de 9h à 4h, l'ordre reçoit des inscriptions. Et le local, c'est au numéro 17 de la Ruelle Boussan. À chaque émission, nous vous apportons aussi quelques éléments d'information. Nous sommes à la mi-janvier. C'est la date du 15 janvier, date limite de reversement des retenues sur bonus, sur salaire, la TCA, les retenues sur les honoraires, sur les commissions, les retenues sur les dividendes, etc. Donc, nous encourageons tous les contribuables à remplir cette formalité dont le non-accomplissement entraîne des pénalités. Le mois de janvier également, c'est le mois de soumission de la déclaration définitive d'impôt. Encore une fois, nous encourageons tous les contribuables à produire cette déclaration. Déclarer ne veut pas dire que vous allez payer, mais il faut déclarer. Donc, quelqu'un qui n'a pas de revenus et qui doit faire une déclaration, il se présente à la DGI et il remplit sa déclaration d'impôt. Comme il n'a pas de revenus, revenu néant. Bien entendu, à ce moment-là, il se pourrait que vous ayez à répondre à quelques questions. Comment vous vivez? Donc, ça veut dire quelque part, la déclaration n'entraîne pas obligatoirement l'obligation de payer. On peut déclarer sans avoir à payer. Et encore une fois, il n'y a pas d'impôt minimum à payer lorsqu'on produit une déclaration définitive d'impôt. L'émission du jour
intitulée La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, défis et perspectives. Notre invité, le vice-président de la Cour, en la personne de M. Fritz Robert Saint-Paul. La première question à adresser à M. Saint-Paul, elle nous dit par exemple comment, puisqu'il a fait à cette émission déjà le diagnostic de l'actuel conseil, de la Cour, pour savoir un petit rappel des grandes lignes de ce diagnostic. Ok, d'accord, très bien. Alors, après l'investiture du conseil, les directions et unités de la Cour, sur demande du conseil, avaient dressé un état des lieux qui avait révélé les faiblesses de l'institution. Et cet état des lieux avait été confirmé par un diagnostic institutionnel réalisé par la Cour avec l'appui technique et financier du PNUD. Et ce diagnostic avait également mis à nu les faiblesses de l'institution. Par exemple, le diagnostic avait établi que le cadre juridique est lacunaire, dans la mesure où la Cour se voit assigner un ensemble de tâches qui n'ont aucun lien réel avec sa mission essentielle, à savoir le contrôle juridictionnel des comptes et également le contrôle des actes de l'administration publique. Et la Cour égale, c'est le cas par exemple des avis que la Cour doit produire sur tous les projets de contrat à caractère commercial et financier auxquels l'État haïtien entend être partie. C'est le cas également du déclassement des équipements publics. Et bon, de même, le diagnostic avait également établi que le mandat dual est exercé de façon déséquilibrée et le contrôle juridictionnel des comptes a pris le pas sur le contentieux administratif. De même, le diagnostic a établi que le contrôle financier est ineffectif. En tout cas, n'est pas exercé de manière efficace. Enfin, le diagnostic a établi que les méthodes de travail de la Cour ne sont pas formalisées. Bon, à la suite de ce constat, le Conseil de la Cour avait décidé d'élaborer, avec l'appui de la BIB, un plan opérationnel pour 2016-2024 qui est accoudé à un plan opérationnel. Donc, nous entrerons dans les détails de ce plan opérationnel et stratégique au cours de l'émission. Donc, grosso modo, voilà. Autrement dit, la Cour présentement est en pleine réforme. Très bien. Alors, ça veut dire que vous avez fait ce diagnostic avec l'appui du PNUD et aujourd'hui, la Cour est en pleine réforme. Oui, tout à fait. Alors, quels sont les éléments essentiels de la réforme de la Cour? Bon, par exemple, certains défis qu'on se pose à la Cour, parce que jusque-là, la Cour n'a pas encore réussi à auditer les projets financés par les institutions internationales. La Cour, et c'est le plus important, la Cour n'est pas encore parvenue à juger les comptes des comptables publics. Or, depuis l'adoption de ce décret du 23 novembre 2005, la Cour devait sortir du contrôle a priori, pour ne pas être jugée partie en même temps, pour s'occuper du contrôle en cours d'exécution que l'on appelle encore contrôle concomitant et également du contrôle a posteriori. Donc,
De même, donc, autrement, donc, essentiellement, donc, ce sont, par exemple, les opérations financières des collectivités territoriales sont toujours contrôlées par la Cour des comptes, et cela au mépris des décrets de 2006 qui prescrivent la libre administration des collectivités territoriales, donc sans contrôle préalable. Voilà. Donc, et c'est la raison pour laquelle des actions avaient été entreprises par la Cour pour progressivement remédier à cette situation. Donc ça voudrait dire qu'il y a, je dirais, une pratique et il y a des dispositions de la loi. Tout à fait. Alors, est-ce que la Cour doit se désengager et quelle institution peut venir remplacer la Cour dans le cadre, par exemple, du contrôle a priori? Bon, dans le cadre du contrôle a priori, c'est en principe le ministère de l'économie et des finances à travers le corps et des comptables publics. Et l'inspection générale des finances. Qui doit s'occuper du contrôle d'abord a priori et par la suite, et pour ce qui concerne l'audit interne, l'inspection générale des finances. Très bien. Et les rapports de l'inspection générale des finances devraient servir de cadre au contrôle juridictionnel et au contrôle politique du Parlement. Très bien. Donc, cependant, dans la pratique jusque-là, donc l'IGF ne nous a pas encore communiqué les rapports réalisés sur l'audit interne. Donc, ce qui signifie lorsque, dans le cadre de l'audit externe exercé par la Cour, lorsque des missions de vérificateurs de la Cour sont envoyées sur place dans les institutions publiques pour les auditer, en principe, le terrain aurait dû être déblayé par l'IGF et autrement dit, la Cour devrait disposer d'un rapport qui lui renseigne donc sur, qui lui renseigne sur les faiblesses. Donc sur les forces et les faiblesses de l'institution, donc quels sont les dysfonctionnements qui avaient été observés, donc quelles sont les recommandations qui avaient été faites, donc, etc. Donc cependant, jusque-là, donc, la Cour ne dispose pas des rapports produits par l'IGF. Très bien. Alors, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Oh, je signale également, par exemple, que la Cour continue à dépêcher des comptables à déléguer auprès de certains organismes autonomes pour exercer le contrôle a priori sur leurs opérations financières, cas par exemple de l'ONA, de l'OFNAC, de l'AN, les presses nationales. Donc, ce qui signifie que la Cour, présentement, est juge et partie en même temps. Cependant, nous avions déjà organisé des rencontres de travail avec le ministère de l'économie et des finances pour que la Cour rapatrie ces fonctionnaires-là pour pouvoir renforcer donc, les instances qui s'occupent de l'audit donc, à la Cour des comptes. Donc, parce que la Cour ne peut décider de manière unilatérale de se retirer. Pratiquement donc, de se retirer. Mais la Cour ne se sent pas confortable dans ce travail de contrôle a priori. Très bien. Alors, mis à part l'aspect contrôle, l'aspect financier, il y a aussi l'aspect le contentieux administratif. Certes, le diagnostic a fait état des faiblesses de cette activité de la Cour, mais est-ce que dans la réforme, le cadre de la réforme, il y a des mesures qui sont prises de manière à dynamiser le contentieux administratif? Et pourquoi pas le contentieux fiscal? Oui, bon, en principe, le contentieux fiscal donc, est un élément, fait partie intégrante du contentieux administratif, puisque jusque-là, au nom du principe du consentement à l'impôt, donc en principe, donc, un contribuable qui s'estime lésé par une mesure prise par l'autorité fiscale,
par exemple, peut, après avoir épuisé donc, certaines étapes de procédure, donc peut exercer un recours devant la Cour des comptes. Donc, et la Cour des comptes, la loi l'autorise quand même à se prononcer sur, par exemple, le contentieux fiscal. La Cour ne peut que faire droit à la demande de ce contribuable. Donc, en principe, le problème ne se pose pas à ce niveau. Mais plutôt donc, dans le cadre de la loi organique de la Cour, en principe, des détails, des amples détails. La Cour pratiquement donc s'est intéressée particulièrement au contentieux administratif. Et nous estimons que présentement, ce sont deux missions qui sont exercées par une seule institution, le Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, alors qu'en principe, le contentieux fiscal aurait dû être l'apanage d'une autre institution. Et, par exemple, en France, ces fonctions-là sont exercées ces missions sont exercées par des institutions. Cour supérieure des comptes d'une part, Cour des comptes d'une part, et puis Conseil d'État d'autre part. Donc nous estimons, et dans la loi organique, nous en avons fait mention, nous estimons qu'à la Cour, même si deux institutions prennent naissance, en principe, ça ne dérangera pas trop l'État dans la mesure où un nouveau local donc, sera mis à la disposition de la Cour à partir de septembre prochain. Et en principe, ces deux institutions pourraient être logées donc, dans le même bâtiment, sans trop grand debout pour l'État ici. Donc, ce qui signifie que la Cour tient à ce que le contrôle des actes de l'administration publique soit exercé donc de manière effective. Donc déjà même, donc, nous comptons même sensibiliser davantage les administrés pour qu'ils saisissent davantage la Cour des comptes des contentieux donc, qui les opposent à l'administration. Très bien. Monsieur Saint-Paul, la décharge, Oui. on en parle. Tout le monde s'en plaint. On attend la décharge, on a servi l'État, et des années après, le serviteur est victime soit de lenteur, lenteur de l'administration. Qu'en est-il exactement? Bon, en principe, la Cour malheureusement continue à donner des charges, à se prononcer sur la gestion, à juger les comptes des gestionnaires publics. Par exemple, les directeurs généraux, les comptables publics, les administrateurs donc, dans une institution. Et c'est là, donc, au mépris de la loi, puisque en principe, depuis 2005, donc c'est en principe le comptable public et du ministère de l'économie et des finances qui est déployé dans une administration publique, c'est le comptable public qui paye dans la mesure où c'est le comptable public qui autorise les dépenses. Donc, ce qui signifie qu'en principe, c'est le comptable public qui aurait dû recevoir des charges de sa gestion et non l'administrateur, le comptable en chef. Et en dépit du fait que la Cour n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, donc la Cour continue de juger les comptes des directeurs, par exemple, des organismes autonomes, des responsables des institutions indépendantes, alors qu'en principe, c'est le comptable public, ce sont les comptables publics qui sont responsables devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Qu'est-ce que nous avons fait à ce sujet? Et parce que quand nous sommes arrivés à la Cour, donc nous nous sommes aperçus qu'un format de présentation des comptes des comptables publics n'avait pas été réalisé par
le ministère de l'économie et des finances. Et des rencontres avaient eu lieu entre la Cour des comptes et le MEF pour pouvoir s'entendre sur un format de présentation des comptes des comptables publics. Et en principe, maintenant, donc ce travail est finalisé et tout ceci est consigné dans l'avant-projet de loi organique de la Cour des comptes qui est déjà acheminé au ministère de l'économie et des finances pour réaction. Nous allons par la suite discuter avec eux avant de l'acheminer au gouvernement et pour endossement. C'est ça. Donc là, c'est un problème sérieux. Et vous savez, je me rappelle qu'un comptable public voulait obtenir décharge de sa gestion pour se présenter aux élections législatives, aux dernières élections législatives. Et ce comptable public est venu me voir pour dire qu'il voudrait donc obtenir un certificat de décharge de sa gestion de la Cour des comptes. Bon, alors là, la première démarche, je lui ai dit, la première chose, c'est que, il faut écrire à la Cour. 2, la Cour va, alors dans son esprit, ces séances tenantes qu'il allait recevoir ce certificat de décharge. Et je lui ai dit non, cela ne se passe pas de cette manière. Et je lui avais signalé que la Cour va écrire au ministère de l'économie et des finances pour lui demander de mettre à la disposition de la Cour les documents comptables se rapportant à sa gestion. Nous l'avons fait et le ministère de l'économie et des finances de nous dire qu'il n'est pas en mesure de mettre à notre disposition donc ces documents, étant donné qu'ils sont entreposés quelque part dans un conteneur dans la cour de l'ENAF. Et donc finalement, donc, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la gestion de ce comptable public. Nous ne pouvions pas juger ces comptes. Alors, fait ce comptable public, en tout cas, sa candidature avait été agréée par le CEP. Alors, pour histoire. Donc, ce qui signifie que c'est un défi majeur qui se pose à la Cour, le contrôle, le jugement des comptes des comptables publics, et en principe, on peut noter des avancées considérables en ce sens-là. Alors, vous voulez dire que depuis 2005, il y a une nouvelle législation et qui devait rendre responsables les comptables publics, mais non les administrateurs. Non. Est-ce que, on va dire quelque part là, de 2005 à aujourd'hui, ça fait 13 ans environ. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre aux administrateurs-là qui ont servi l'État de pouvoir obtenir des charges de leur gestion? Bon, et nous avions, à la veille des dernières élections, effectué une opération que j'appellerais une opération de coup de poing. Donc c'est ainsi que toutes les structures de contrôle de la Cour avaient été déployées à travers tout le pays pour se prononcer sur la gestion d'anciens comptables publics et d'anciens ordonnateurs autres que les ministres. Mais vous savez, il y a même des gens qui géraient les fonds publics comme maire, par exemple, en 1983 et qui n'avaient jamais vu leur compte jugé par la Cour. Donc, et à ce moment-là, donc, la prescription a joué, vicénale a joué donc, en leur faveur. Et pratiquement, donc, la Cour avait pu juger un ensemble de comptes. Mais maintenant, donc, la Cour continue à le faire puisque lorsque quelqu'un qui gérait les fonds de l'État donc veut, par exemple, faire usage de ces biens qui sont grevés d'hypothèque légale, eh bien, donc, la Cour ne peut que se débrouiller pour pouvoir décharger ces gens-là de leur gestion. Donc, et c'est ce que nous faisons là maintenant. Peut-être le mieux serait que
sais pas, donc que le Parlement prenne une loi qui décharge, par exemple, les gens qui géraient les fonds publics avant le tremblement de terre, pour dire que ces gens-là donc, sont déchargés de leur gestion. Donc, or, le principe de la reddition annuelle des comptes prévaut toujours dans notre législation. En principe, chaque année, donc quelqu'un qui gère les fonds de l'État devrait chaque année recevoir des charges de sa gestion, même quand il est en poste. Mais est-ce que la Cour reçoit régulièrement les rapports financiers des administrations publiques? Et pas toujours. Par exemple, certaines administrations publiques, et particulièrement certains organismes autonomes le font. Cependant, donc, la Cour essaie de discipliner l'administration publique en général pour pouvoir donc, se conformer à cette exigence. Bon, alors là... Parce qu'en réalité, donc, nous avions, avec l'appui de la Banque mondiale d'abord, organisé donc, une formation en contrôle juridictionnel et également avec l'appui de la BID, organisé donc, une formation donc, de base en audit et plus d'environ 250 fonctionnaires de la Cour qui s'occupent du métier d'audit donc, avaient pratiquement bénéficié de cette formation. Donc, autrement dit, nous travaillons à ce sujet. Très bien. Messieurs, vous suivez la 37e édition qui a pour thème la Cour sur les comptes éducation administrative, défis et perspectives. Notre invité, M. Fritz Hubert Saint-Paul, vice-président. Sur ce, on prend une pause, on vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs internautes, vous suivez la 360e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé Guinée au PAN Magazine. Émission qui a pour thème Cour supérieure des comptes et du contrôle administratif, défis et perspectives. Au cours de la première partie de l'émission, M. Saint-Paul vous a parlé du contenu, des grandes lignes du diagnostic. Il a aussi fait état du plan de réforme, des acquis, de la formation continue pour les agents de la Cour des comptes, des rapports de la Cour des comptes avec d'autres branches de l'administration publique. Il a mentionné un point d'une grande importance, c'est que, eh bien, la Cour a des attributions, des tâches qui lui sont assignées aujourd'hui et qui n'ont rien à voir avec la nouvelle législation de 2005. Donc, à ce carrefour, M. Saint-Paul, puisque nous parlons de charge, au niveau pour les ministres particulièrement, rapport, les relations entre le Parlement et la Cour des comptes, est-ce que ces rapports-là sont suffisamment, je dirais, fluides de façon à faciliter l'accomplissement de cette formalité qu'est la décharge au niveau du Parlement pour les ministres particulièrement? Bon, oui, jusque-là, en principe, la loi ne fait pas obligation au Parlement de s'adresser à la Cour pour la décharge des ministres, puisque c'est le deuxième paragraphe de l'article 233 de la Constitution dispose que la Cour, par la Cour, que le Parlement peut au besoin s'adjoindre de spécialistes pouvant l'aider dans sa mission en vue de donner décharge aux ministres de leur gestion. Et bon, étant donné que
la Cour s'occupe du contrôle de l'audit. Donc le Parlement estime que la Cour est mieux placée que quiconque pour pouvoir donc produire des rapports sur la gestion des ministres. C'est en ce sens-là que le Parlement s'adresse régulièrement, donc, et cela depuis longtemps, donc, à la Cour des comptes pour la production de rapports d'audit sur la gestion des ministres. Donc, en principe, jusque-là, donc, cela se passe très bien. Bon, mais la Cour des comptes est également au service, alors, tant du gouvernement que du Parlement. Au service du gouvernement, puisque nous devons émettre des avis sur le projet de budget du gouvernement qui doit être déposé au Parlement. Donc la Cour également doit produire un rapport sur le projet de loi de règlement, donc préparé par le ministère de l'économie et des finances. Et nous savons que, en principe, avant le vote de chaque budget, donc le Parlement aurait dû adopter, donc je n'ai pas dit devrait, puisque nous savons que le Parlement ne l'a pas toujours voté. En tout cas, le Parlement plutôt aurait dû voter le projet de loi de règlement. Quand nous sommes arrivés à la Cour, nous nous sommes rendus compte que la Cour était en retard sur plusieurs exercices. C'est ainsi que nous avions finalisé au moins 4 rapports sur des projets de loi de règlement. 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012. Et depuis, nous sommes toujours à jour. Cependant, il y a un problème, il y a un obstacle d'ordre légal qui doit être surmonté par le Parlement. C'est la question du délai. Il est prévu dans la loi du 4 mai 2016 et qui remplace le décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances. Il est prévu seulement un délai d'1 mois à la Cour pour pouvoir produire le rapport sur le projet de loi de règlement. Alors que nous savons que, en principe, la Cour aurait dû disposer d'au moins 6 mois pour pouvoir faire ce travail. Donc, ce qui signifie que les rapports dans ce délai-là, la Cour ne peut efficacement donc renseigner le Parlement sur la manière dont le budget avait été exécuté. Donc c'est un problème d'ailleurs que nous avions posé même hier avec les sénateurs. Et le ministère de l'économie et des finances était de cet avis même avant l'adoption de cette loi. Donc c'est un problème qu'il nous faut régler le plus vite possible. Donc de même que nous sommes au service du Parlement, puisque la Constitution fait obligation à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de produire un rapport annuel sur la situation financière du pays et sur l'efficacité des dépenses publiques et de le transmettre au Parlement 30 jours après l'ouverture de la première session législative. Donc c'est ainsi que nous avons produit le rapport 2013-2014, le rapport 2014-2015, le rapport 2015-2016, mais le plus souvent avec certains retards qui sont pratiquement donc inhérents donc à la faiblesse de l'institution. Donc autrement dit, donc à travers le rapport sur la situation financière du pays et l'efficacité des dépenses publiques, le Parlement dispose en réalité d'un outil sûr pour pouvoir exercer son contrôle de l'action gouvernementale, puisque dans ce rapport, la Cour fait des constats. La Cour également émet
son opinion. La Cour formule des recommandations. Donc, ce qui signifie que là, le Parlement devrait puiser dans ce rapport les éléments, les matériaux nécessaires pour pouvoir exercer son contrôle de l'action gouvernementale. Donc, en ce sens, la Cour supérieure des comptes, jusque-là, donc, remplit donc, sa mission d'auxiliaire du Parlement et du gouvernement. Très bien. J'ai une question peut-être embarrassante. Indépendance de la Cour. Non, n'importe quelle question. Indépendance de la Cour. La Cour est indépendante. Oui, donc la Cour, en réalité, d'ailleurs, donc, la Constitution consacre l'indépendance de la Cour et c'est la raison pour laquelle les 10 conseillers sont investis par le Sénat d'un mandat de 10 ans et également ces 10 conseillers sont inamovibles, sauf s'ils commettent bien entendu des fautes graves dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, et jusque-là, depuis l'investiture de ce conseil-là, nous faisons tout pour nous comporter comme une institution indépendante. Et d'ailleurs, dans le plan stratégique, nous insistons sur le fait qu'à l'horizon 2024, qui coïncide avec la fin du mandat de ce Conseil, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif s'affirmera pleinement comme une institution indépendante qui, par son action, contribuera à l'affermissement de l'état des droits et à l'amélioration de la gestion des fonds publics. Donc, cependant, nous nous battons parce que, en réalité, donc, les mauvaises habitudes donc, ont la vie dure, parce que nous savons que pendant longtemps, la Cour des comptes a été tout sauf indépendante. Cependant, l'équipe actuelle fait tout ce qui est en son pouvoir pour que la Cour devienne véritablement indépendante. Une question rapide. Qui contrôle le contrôleur? Qui contrôle la Cour? Et en principe, ça, c'est une question absolument importante. En principe, il est prévu, et dans le décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour, et qu'à partir du 1er juin de chaque année, le Sénat recrute une firme privée pour auditer les comptes et les travaux de la Cour des comptes. Cependant, depuis 2005, cette disposition n'a jusqu'à présent reçu aucun début d'application. Donc, ce qui signifie que le Sénat, jusqu'à présent, n'a pas encore audité les comptes et les travaux de la Cour. Cependant, mais nous allons plus loin, puisque, étant donné que nous sommes membres de l'Intosai, et qui est cette institution, cette organisation des Nations Unies, donc, qui regroupe l'ensemble des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, étant donné qu'en réalité, que les règles de l'Intosai prescrivent le contrôle des cours des comptes par leur pairs. Donc, dans l'avant-projet de loi organique, il est prévu que la Cour des comptes sera auditée par une autre Cour des comptes. Et ce rapport-là sera transmis au Parlement. Donc, le rapport produit par cette Cour des comptes. Parce qu'en réalité, nous n'avons rien à cacher, d'autant que, nous étant contrôleurs, donc étant donné que nous sommes contrôleurs, donc en principe, nous devons jouer la carte de la transparence. Très bien. Les moyens de la Cour. En principe, quand nous sommes arrivés à la Cour fonctionnait avec un budget de misère. Et d'ailleurs, donc, tous ces véhicules étaient en panne et la Cour n'était pas en mesure de les réparer. La Cour également n'était pas en mesure
de pouvoir s'occuper et de l'essentiel de sa mission, à savoir donc l'audit. Et cependant, sous la présidence de Joseph Martelly, et en dépit des démarches que nous avions, parce que nous avions mené des démarches auprès du ministère de l'économie et des finances, donc qui, en principe, se montrait toujours enthousiaste à l'idée de voir la Cour se renforcer. Cependant, c'est le président Joseph Martelly qui, en personne, avait demandé au ministre des Finances de l'époque de mettre à la disposition de la Cour le minimum que nous avions demandé pour pouvoir fonctionner au moins comme une institution plus ou moins normale. Et c'est ce qui nous a permis d'auditer pratiquement donc la majorité des maires, des mairies, la majorité des directions départementales, et c'est ce qui nous a permis de nous prononcer sur la gestion d'autres gestionnaires et de l'État au niveau central. Très bien. La Cour a un plan de réforme, puisque l'émission c'est défis et perspectives. Comment voyez-vous la Cour dans les prochaines années? Bon, et en principe, à travers que prévoit par exemple le plan opérationnel qui est accoudé au plan stratégique. Bon, le plan opérationnel prévoit que 2016 à 2019, le cadre institutionnel qui est considéré comme lacunaire sera formalisé à travers l'adoption d'une loi organique, d'un règlement intérieur, de manuels de procédure, et également à travers la formation de ces cadres. Et de 2019 à 2021, et la Cour pratiquement testera la pertinence des nouvelles procédures et de la nouvelle organisation à travers des expériences pilotes en matière d'appurement des comptes, en matière de production des rapports et d'avis. Et ce travail-là sera réalisé par le personnel, mais ce personnel sera coaché. Autrement dit, sera assisté techniquement. Et de 2021 à 2024, qui coïncide avec la fin du mandat de la Cour fonctionnera de manière autonome. Autrement dit, donc, c'est la Cour qui réalisera, donc ce sont les fonctionnaires de la Cour qui réaliseront eux-mêmes donc les tâches qui sont assignées à la Cour. Et bien entendu, donc la Cour peut toujours faire appel à des consultants externes, puisque même des institutions dans certaines grandes démocraties comme la Cour des comptes, par exemple, le fait parfois. Cependant, le recours au service des consultants externes demeurera l'exception. Cependant, le travail réalisé par le personnel de la Cour restera la règle. Mais en ce qui a trait au déploiement de la Cour sur l'ensemble du territoire, est-ce qu'il y a un plan comme ça? Oui, parce que la Cour est présente jusque-là à travers des structures territorialement déconcentrées que nous appelons les directions départementales. Mais comme au niveau central, donc ces directions-là sont faiblement équipées, tant sur le plan matériel que sur le plan technique. Donc, cependant, la Cour entend aller plus loin. Parce que jusque-là, c'est l'orientation administrative qui a été privilégiée à la Cour, alors que nous sommes une Cour des comptes. Maintenant, nous entendons dans le projet de loi organique, dans l'avant-projet de loi organique, et imprimer une orientation de cours à la Cour des comptes et du contentieux administratif. C'est ainsi que ce que
tout le travail de la Cour sera réalisé par des magistrats assistés, d'auditeurs assistés, de vérificateurs. Donc, ce qui signifie que les vérificateurs donc, auront quand même donc, un autre statut à la Cour. Tous les rapports et avis de la Cour seront réalisés par des chambres. Autrement dit, tout sera réalisé à travers dans le cadre juridictionnel. Et dans les provinces, nous instituerons des tribunaux administratifs et financiers. Donc qui pour respecter le double degré de juridiction. Donc les décisions de ces tribunaux administratifs seront susceptibles d'appel devant, à ce moment-là, donc devant les chambres de la Cour. Cependant, nous attendons la prochaine révision constitutionnelle pour attirer l'attention des parlementaires. Nous l'avons déjà fait à travers la proposition sur la révision constitutionnelle, mais nous entendons continuer à attirer leur attention sur la nécessité pour la Cour d'être une vraie juridiction administrative et financière, puisque jusque-là, ces décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation. Autrement dit, la cassation sera organisée au sein même de la Cour, mais nous ne pouvons pas le dire présentement dans le projet de loi, puisque donc, à ce moment-là, donc, cette disposition sera inconstitutionnelle. Donc, ce qui signifie que nous bougerons, de même que la Cour n'a rien à voir avec cette affaire de contrôle a priori sur les contrats, en principe, qui nous empêche de nous consacrer à l'essentiel des tâches de la Cour, à savoir le contrôle juridictionnel et le contentieux administratif. Et déjà, donc, nous estimons donc, que c'est une autre instance, pourquoi pas la CNMP ou une autre instance qui devrait s'en occuper. D'ailleurs, ce faisant, donc, la Cour joue le rôle de juge et partie en même temps. Donc, de même que cette affaire de déclassement des biens de l'État, pour que l'État vende, par exemple, un bien, il faut quand même que la Cour des comptes donc, produise au déclassement de ce bien d'abord. La Cour n'a aucune expertise dans ce domaine. Donc, moi, je crois que c'est le ministère de l'Économie et des Finances ou une autre institution qui devrait s'en charger. Donc, ce qui signifie que nous bougeons. Très bien. Donc, 2018, à quoi faut-il s'attendre dans le cadre de cette réforme? Bon, et la mise en œuvre de cette réforme-là est coordonnée par Expertise France et jusque-là, donc l'appui de la BID, de la Banque mondiale du PNUD, est non négligeable. Et d'autres instances comme l'AFD ou bien manifestent également donc, le désir et d'apporter donc, son appui donc, à la Cour. Donc l'Union européenne donc, est présente et en principe cette année-là, au cours de cette année, donc, nous intensifierons donc, la question de la formation du personnel. Donc pratiquement, donc, nous, en principe, au cours de cette année, et le cadre légal devrait être affiné à travers l'adoption du projet, à travers l'adoption de la loi organique, à travers l'adoption du règlement intérieur, parce qu'en réalité, ces autres outils de règlement intérieur, donc les manuels de procédure, donc, sont mis en chantier. Donc, ce qui signifie, d'ailleurs, donc, la plupart d'entre eux donc, sont déjà prêts. Donc, ce qui signifie que la Cour, en principe, cette année, donc, sera renforcée davantage. Et vous êtes satisfait en tant que vice-président de la Cour? Parce que, alors, donc, nous considérons jusque-là la Cour des comptes comme une institution faible, techniquement. Donc, c'est pourquoi nous essayons de la
de la renforcer. Je me rappelle quand j'étais président, dans le discours bilan que j'avais réalisé, donc j'avais insisté sur le fait que la Cour des comptes, en principe, joue son rôle à environ 25%. Donc, ce qui signifie qu'il nous reste encore du chemin à parcourir pour que véritablement nous soyons satisfaits du travail de la Cour. Parce que ce que nous voulons, c'est que donc, la Cour devienne une institution respectable qui bénéficie de la confiance des citoyens, qui exerce ses missions avec professionnalisme, avec toute impartialité et également donc avec rigueur, donc avec indépendance. Donc c'est ce que et nous luttons quand même pour que par exemple continuer à manifester donc ces valeurs cardinales. Alors, 3 ans après, à quel pourcentage on se trouve, au point de vue efficacité de la Cour? On était à 25. Oui. Alors moi, c'est moi qui avais signalé 25, mais il y a d'autres conseillers qui estimaient que j'allais trop vite en besogne. Et moi, je laisserais plutôt donc aux autres le soin de se prononcer sur la question. Moi, mais ce que je peux vous dire, par exemple, sur la question des avis sur les projets de contrat. Donc la Cour, étant donné que le décret du 23 novembre 2005 exige que ces avis-là soient produits par écrit. Donc jusque-là, la Cour a mis en place une structure d'analyse des contrats qui produit des avis, et les avis de cette cellule-là sont révisés par une commission des conseillers pour nous assurer que les principes de transparence, que les principes de concurrence et du respect des procédures prévues par la loi du 10 juin 2009 sur les marchés publics et les différents arrêtés d'application, pour nous assurer que ces principes-là sont respectés. Donc, et la Cour également s'arrange pour pouvoir être à jour sur les rapports relatifs au projet de loi de règlement. La Cour des comptes fait tout son possible pour pouvoir émettre son avis sur le projet de budget, parce qu'en réalité, tous les problèmes qui avaient été signalés, nous avions signalé donc pratiquement dans l'avis sur le projet de budget, nous avions pratiquement donc attiré l'attention tant de l'exécutif que du Parlement, donc sur un ensemble de cas problématiques dans ce budget-là. Autrement dit, donc la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif essaie de bouger. Cependant, et en général, donc, nous produisons nos rapports sur la situation financière du pays et l'efficacité des dépenses publiques. Bon, nous voulons nous améliorer au jour le jour, donc c'est la raison pour laquelle donc, nous sommes très critiques vis-à-vis de nous-mêmes. Très bien. Donc et de même, étant donné qu'il faut compter sur des cadres qualifiés, mais notre appréhension maintenant, c'est que c'est de voir les cadres que nous sommes en train de former nous échapper. Parce qu'en réalité, donc, le salaire, pratiquement la rémunération de ces cadres-là, donc pratiquement est dérisoire par rapport à ce qui est attendu d'eux. Donc, étant donné qu'ils sont alignés donc pratiquement donc, sur la grille de la fonction publique, donc, et avec les autres institutions indépendantes comme l'Office de protection du citoyen, le Conseil électoral, donc l'Université d'État d'Haïti, et probablement avec également donc, l'Académie de créole, nous allons continuer donc, à finaliser donc, un avant-projet de loi organique et relatif aux institutions indépendantes. Ainsi prend fin
la 38e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé Guinée, Hope Magazine, émission qui a eu pour thème Cour supérieure des comptes et du contrôle administratif, défis et perspectives. Avec notre invité, M. Fritz Robert Saint-Paul, qui est vice-président à la Cour des comptes. Nous disons un grand merci à M. Saint-Paul pour sa disponibilité et à vous, nous disons à bientôt. M. Saint-Paul, bon travail et bonne chance. Eh bien, merci, M. À bientôt, Payan. mon papa. Oui, tout à fait. Et merci de m'avoir reçu à l'émission Ocupa Magazine. Merci, à bientôt. D'accord.